Jean-Paul Rothiaud, notre spécialiste inconditionnel de la Révolution, entre autres, qui a récemment donc publié une biographie de Poulain-Campré, et qui va donc nous parler du temporel de l'abbaye au moment de son extinction. Merci, Monsieur le Président, de cette présentation. Je suis... Non, c'est pas juste moi. Pour la suite de cette belle description du XVIIIe siècle et des transformations qui ont été apportées du XVIIIe siècle pour Anatolie à la fin de cette abbaye. Le temporel de l'abbaye de Méreau à la Révolution. Alors, pour ce travail-là, j'ai utilisé un certain nombre de travaux qui ont été faits plus ou moins récemment, notamment le travail de Guy Hilaire sur Méreau au XIIe, XIIIe siècle, c'est lui de Paris-France, soit sur l'abbaye de Montré. Et puis j'ai travaillé aussi sur deux travaux récents de Dreyer et de Rémy Sondiot sur l'abbaye de J'ai utilisé les sources d'archives, la série 20H de l'abbaye de Méreau, qui est très important, et en ligne. Les séries 4Q et 5Q de l'inventaire et de la vente des biens nationaux, et puis deux séries L des archives du district de Neuchâtel. Et puis j'ai travaillé un petit peu sur les archives de la Meurthe, de la Meuse et de la Haute-Marne, qui ont des documents semblables pour cette vente. Alors, pour suivant. J'aborderai successivement les biens de l'abbaye, la fin de l'abbaye, et puis comment la vente des biens de l'abbaye a été réalisée. Les biens de l'abbaye. Il y a un document sur l'état des biens de Méreau que j'ai retrouvé dans les archives du département, qui énumère de façon apparemment, je vais dire complète, importante, ces états des biens, et on voit indiquer les gagnages, les fermes, les clos et prés, vignes, harages, maisons, etc. Et puis, le suivant, légumes, qui sont des revenus importants de Méreau. Et puis, le moulin, qui est également un revenu important, un revenu assez médiocre pour alors, pour chacun de ces états, pour chacun de ces éléments, on a en face le nom des fermiers qui travaillent sur ces biens, et puis la mention du contrat de notaire qui est indiqué mention. Alors les gagnages de l'abbaye de Méreau se trouvent ainsi répartis. Vous voyez qu'ils se trouvent sur la rive
gauche de la Meuse, aussi bien dans la Haute-Marne, à Rémoncourt, que dans la Meuse, à je sais plus le nom. Et puis ensuite, il y a des dîmes qui sont rapportés à l'abbaye de... excusez-moi ma parole. Les dîmes sont réparties dans les différents villages et sont l'objet de conflits récurrents entre l'abbaye et les autres personnes qui sont susceptibles d'avoir ces dîmes, c'est-à-dire le curé et les seigneurs. Les vivances ont été séparées en 1607, on en a parlé à l'instant, entre Éric de Lorraine, évêque du comte de Verdun, prince du Saint-Empire, abbé commendataire de Bureau, et les prieurs, et l'évêque de Murau donne aux habitants de Murau tout un ensemble de biens, notamment la moitié des biens et des domaines du Ban et du Pinal de Parly, et puis la moitié des prés de Midrevaux, le moulin de Soumeraux, etc. Et puis, ces deux registres, ces deux manses, conventuelles et abbatiales, sont partagés entre deux registres qui contiennent les revenus de chacun des deux. On a dit tout à l'heure que c'était un tiers pour le conventuel et 2 tiers pour l'abbé. Je n'ai pas l'impression que ce soit cette réalité, parce qu'on a des résultats qui sont très, très différents. Alors, ces baux sont présentés sous forme de baux qui sont présentés dans les liasses du 20H. Et on a ici un exemple pour le gagnage de terrage situé au milieu de Midrevaux, appelé le gagnage de Taillancourt, et pour le temps et l'espace de la vallée, le gaillage consistant en place masure, maison, le jardin, chenevière, terre labourable et trait. On jouait comme on a joué le précédent fermier, et sera tenu les preneurs de bien labourer, fimbrer, c'est-à-dire bien tout finir, et entretenir les terres et rendre les prés en bon état et en faux propre. Et ce pré et ce gaillage commencent à la Saint-Georges, 23 avril 1754, et il faudra payer à partir de l'année suivante, 1745, sur le grenier de Mérou, la quantité de 10 réseaux de blé et 10 réseaux d'avoine, c'est-à-dire 10 paires de réseaux. Le bail de 1786 sur le même terrain donne une quantité de 14 réseaux de blé et autant d'avoine. Et on indique que la paire s'est estimée à 18 livres et toujours au paiement à la Saint-Martin de chaque année. On a l'ensemble de ces baux qui sont présentés et
Et on voit l'évolution de rotation régulière de ce bailliage. Pour les prés, on a la même chose, un ensemble de baux qui sont représentés. Et là, j'ai voulu mettre les baux des prés de Cousset et de Moncel entre 1710 et 1770. Et on voit ici que ces baux se font de 9 années en 9 années. Et puis, les prix qui sont payés en livres augmentent régulièrement, c'est 100, 1000, 1200, 1300, 1400 livres de Lorraine qui font 1100 livres de France, 1145 livres de France, 400 livres de France en 1766. Ces baux représentent des revenus qui sont assez importants. Alors si on regarde le revenu des démences conventuelles sur cette période d'une dizaine d'années, on voit que les baux ont produit des revenus très importants jusqu'à 1781, et puis après on a une baisse importante de ces revenus jusqu'à 1790. Alors en 1790, il n'y a que la moitié de l'année qui sont payées, mais on a quand même des différences importantes. On voit sur le graphique à côté qu'il s'agit essentiellement de panneaux de la Terre qui sont représentés, et puis les baux qui représentent les prés et les livres, c'est presque un tiers de l'ensemble des revenus. Et puis à côté, on a des grains, du bois, du bétail, qui sont des objets qui sont fournis de façon régulière, ou de façon irrégulière, en fonction des possibilités de lien. Sur les revenus de la Manse abbatiale, vous voyez la différence de revenus tout à fait importants. On a des revenus beaucoup plus faibles dans les années 1780, et puis en 89 et 90, on a des revenus très importants qui sont les revenus des canons de terre, et puis des lits qui sont aussi importants. Et puis des ventes de bois, de blé, de grains, qui sont des éléments importants qui sont fournis Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les dernières années, on a des versements importants qui sont faits à un certain Jourdan qui se trouve à Chaumont, qui sont des moyens de vider les caisses de l'abbaye juste au moment de la fin. Le dernier recensement de 1790 indique que 2890, 2622 et 3100 sont versés en quelques jours après l'élimination après la liquidation de l'abbaye. Et puis il y a aussi les bois qui sont des revenus importants. On voit sur ce plan cadastral l'étendue du bois qui sont des bois qui appartiennent à l'abbaye. Alors la fin de l'abbaye, vous connaissez les étapes de l'organisation de l'Église. Les biens, la première décision, c'était de vendre les biens de l'Église, puis supprimer les ordres religieux,
la discussion sur la constitution civile du clergé, et puis la mise en application de cette constitution. Alors, j'ai trouvé un premier document de 1789 où l'abbaye verse une partie de la vaisselle d'argent à Chaumont, parce qu'on dépend de Chaumont à ce moment-là. L'inventaire de l'abbaye a été réalisé en mai 1790. C'est le début des inventaires qui sont réalisés par les municipalités de Lunéville, de Liffol et de Château, parce que l'administration du district n'est pas mise en place. Donc il y a eu un premier inventaire, je vais pas retrouver. Les comptes sont arrêtés le même jour, 11 mai 1790. Et puis, là vous avez le panneau le registre des comptes qui est signé de Schmitt, maire de Château, Panichot, procureur de la commune, qui arrête les comptes. Et puis en décembre 1790, un nouvel inventaire est fait par Étienne Frépon, administrateur du district de Saint-Dié, qui vient pour vérifier l'inventaire précédent et prendre les précautions pour prendre la conservation des dossiers. Suivant, le texte prévoit la division des effets mobiliers à l'usage du personnel des religieux et des objets communs. Les religieux vont obtenir les biens qu'ils ont dans leur chambre. Et puis on leur fait remettre les habits, les jambes, les habits, les linges à leurs usages personnels, 2 paires de draps et une douzaine de serviettes. Et puis le prieur fait observer qu'il y a des objets qui sont importants pour lui et il demande qu'on les laisse. Et puis de même, il y a le contrôle des biens de la sacristie avec la liste de tous les biens qui sont dans cette abbaye. Et ces biens ne sont pas destinés à une paroisse, parce qu'il n'y a pas de paroisse de créer à ce moment-là, mais il demande au prieur de garder ces biens. Et puis, quelques jours après, les prieurs quittent le couvent. Voilà la liste des premiers partants de janvier 91. Vous regarderez que tous ces religieux qui s'en vont sont des jeunes gens, nés en 67, 66, 67, 68. Et puis, ils vont faire leur profession dans l'abbaye en 88. Donc, ils s'en vont tout de suite. Et ils repartent, probablement, dans leur famille d'origine, de Vesoul, de Briey, de Verdun. Et puis, 2 autres prêtres plus anciens, Joseph Antonier et Joseph Élie de Fréry, s'en vont également. Les autres, les religieux plus âgés, restent à Muro. Le plus âgé, Louis Houbertin, meurt sur place à 90 ans. Et puis, 12 amis, Klein et Guiton, restent sur place à Muro. Guiton va faire un petit peu un vicariat à Guixelles, et puis les 2 derniers
Damin et Perjean deviennent curés d'Arrof et d'Avranville. Alors, si on prend la carrière de Joseph-Antoine Klein, on voit qu'il n'a pas prêté serment au début parce qu'il n'était pas fonctionnaire, donc il n'avait pas prêté serment. Et finalement, il prête serment en 92, dans le cadre où il remplace le curé de Paris, puis il remplace le curé de Grand quelques jours. Il prête le serment de la haine à l'anarchie. Et en 86, il est considéré qu'il ne participe à aucune cérémonie religieuse. Et puis il y a le cas de Pierre-Nicolas Leblanc, qui est prieur et curé de Paris depuis 1761. Et lui, il prête le serment constitutionnel dès le mois de janvier 91, et il est payé 1200 livres par trimestre, et reste curé du village. Pour autant, il prête tous les serments. Et en 1803, au moment de la mise en place du nouveau curé, il est nommé à ce poste-là. Question des forêts, c'est un aspect un peu rigolo que la forêt commençait à être pillée par les furteurs de bois, et le directoire du district nomme un manœuvrier pour garder la vente des biens de l'abbaye. Alors, cette vente des biens se fait de façon très réglementée par Poulain Grandpré, qui est procureur général syndic du département, et il est représenté par Jean-Nicolas Alexandre Pinachot, qui est procureur syndic du district. Et donc, la vente se fait. La vente est d'abord, le bien est d'abord évalué par des experts, et ensuite, là, il est évalué à 17 000 livres. Puis, lorsque la vente commence, il y a une première évaluation qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut dire ah ben moi, je le prends pour 24 000 livres. Et après, comme il n'y en a pas plusieurs qui prononcent, qui avancent un chiffre, le feu est allumé, chaque enchère ont été réglés à 100 livres pour tous les feux. Il en a été reçu plusieurs, et le dernier par ce Raoult de Château qui fait un versement de 27 000 livres. Alors les feux, c'est ce que l'on voit sur cette planche ici de l'abbaye de Raon-l'Étape. On voit des petites bougies qui se trouvent sur la table. Et donc, ce sont ces petites bougies qui sont la durée du feu pour lesquelles on fait ça. C'est bon. Donc, le deuxième feu a été allumé. Il en a reçu plusieurs enchères. La dernière par Nicolas-Joseph Tournin-Duhan, qui fait un total de 28 000 livres. Un troisième feu allumé. Il en a reçu une enchère par Jacques Bouchard de Martigny et Jean Bonvaux. Ce qui fait. Alors, les ventes se sont faites en grands ensembles. On n'a pas partagé les terrains en différentes parties. Et les sommes qui sont présentées sont tout à fait importantes. Vous voyez, entre l'estimation de 12 000 livres, on passe à 18 000 livres, de 12 700 livres du gaillage de Midremont à 25 000. Il y a doublement
de façon à peu près générale de ces ventes. Vous voyez que toutes ces ventes se font régulièrement au cours de l'année 1791. Et voilà l'ensemble de ces ventes. Et la dernière de ces ventes, c'est celle du 22 décembre 1791, la maison de Murau et les terres qui vont avec, estimée à 31 000 livres et achetée 33 000. Alors, si on prend l'exemple de la vente d'Odène, elle est décrite dans ce tableau-là. La grange et la ferme d'Odène est composée d'un bâtiment de fermier, jardin, pré et chenevière, terre labourable et indépendante, le sous-composé d'un seul et même gazon, aborné de toutes parts, appartenant ci-devant à l'abbaye de Murau, laissé par bail, reçu de maître Chartier, notaire après sous la Fauche, le 3 mars 1786, à Pierre Adam et François Poliot, moyennant le canon annuel de 790 livres. Alors 790 livres multipliés par 22, ça aboutit à 12 749 livres, etc. Donc la vente se fait, lorsque c'est mis en vente, on a eu une première surenchère de Coyot qui a fait une surenchère à 13 000 livres, puis on a tout l'ensemble de enchères qui se font successivement. Alors parfois il y a qu'une seule enchère au début, et puis à la fin on arrive à on a l'ensemble de ces. On arrive à 15 000, à un 15e antenne, 15e feu, pour la valeur de 18 100 livres. Et celui qui a fait cette enchère de 18 100 livres, après avoir fait des surenchères tout au long, il dit qu'il laisse ses biens à Adam et Poliot, les deux fermiers. La vente de la maison de Murau, la vente s'est faite de façon très courte aussi. Alors, à la place de l'enchère précédente où il y a eu 15 feux, ici on n'a qu'un seul feu. Charles-Étienne de Dorémy a fait un feu, a fait un enchère à 33 800 livres. Et le deuxième feu et le troisième feu se font sans enchère. Et juste après, il déclare que il a fait l'abdication pour lui et pour Nicolas Joseph Tournin, marchand résident à la ferme du Yan, Nicolas Cotenot et Antoine Prévost, citoyens de Vent, qui, présents, ont accepté et signé. Donc l'ensemble de ces biens de l'abbaye de Murau est acheté par ces quatre personnages. Alors voilà les gaillages qui sont sont vendus ici dans cette allée-là. Et puis le deuxième ensemble de biens, c'est des biens de prêt qui sont vendus par pays. Et on a aussi multiplié par 2 ou par 3 les ventes de prêt. Alors là, l'exemple de la vente des 12 fauchés de prêt à gros. Oui. La vente de 132 fauchés de prêt qui sont situés à Greux, Dorémy et Brixet. Et là, on a un feu qui a été une première enchère à 23 000 livres. Le premier feu sans enchère, le deuxième feu sans enchère, et le troisième feu a reçu plusieurs enchères.
Et ces plusieurs enchères, c'est la troisième sépare M. Arnoux de Dorémy pour la somme de 26 000 livres. Et le quatrième fût s'est terminé sans enchère. Et le dit Arnoux déclare qu'il partage le bien entre Génin de Dorémy, Demange, Chablais et Mougenot de Massé, Barrois et Henriet d'Amoncourt, qui partagent l'ensemble des biens là. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'enchère et de surenchère entre eux pour se partager ça, mais il y a eu une entente préalable qui se fait sentir ici. Voilà les prix qui sont sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, on a tout un ensemble qui sont tout à fait entre eux. Et puis il y a encore quelques moulins et petites liaisons et des petites surfaces qui sont pris en compte. Alors le moulin de Nouveau a été acheté par le meunier de Nouveau. Et puis ensuite on a la Grange Odile, qui est un cas un peu particulier, c'est que la Grange Odile est estimée à 1000 livres, a été enchérie une première fois par Nicolas Villemin de Parny pour 2100 livres, et les deux autres enchères et à la fin, Pierre Villemin dit que c'est pour Pierre-Étienne, le prêtre, Sylvance Prémontré, pour ce territoire. Voilà l'ensemble des biens qui sont les ventes des biens se font pour tout un ensemble de marchands et de fermiers pour la région. C'est des gens qui ont pu acheter des biens dans leur village même, mais dans les villages voisins. Pour les prêts, on a aussi des négociants qui ont pris en compte ces biens. Quand j'ai mis les compagnies, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui ont acheté derrière. Et puis le dernier, les maisons, c'est des petits personnages qui ont acheté ces maisons. Vous voyez, le Prémontré a mis deux terres qui sont pas grand-chose. Sur l'ensemble des biens nationaux, on a ce résultat-là, c'est-à-dire que les cultivateurs et les laboureurs les prix, c'est 41% de la valeur. Les marchands, les négociants, les hommes de joie de Neufchâteau pour 44% de la valeur. Artisans et meuniers 3%, Prémontré 1%. Alors le résultat, c'est que cette abbaye qu'on a est achetée par cet Étienne de Dorémy qui vend tout, la partie de l'abbaye qui est vendue, puisque si on regarde le cadastre de 1810 et 1873, la partie de l'abbaye n'existe plus, ni dans un cas ni dans l'autre, et c'est le résultat de ce là. Le résultat, c'est vente, on voit sur cette vue aérienne la destruction des forces. Les eaux, c'est des choses qu'on a déjà vues précédemment, et quelques maisons restent. Voilà la maison qui reste là, puis le portail qui était très envahi par la végétation, qui est maintenant dégagé, et puis les meubles qui ont été transférés dans des abbayes. On vient de les présenter tout de suite. C'est l'habitude de vendre
de laisser aux abbayes voisines, aux communes voisines, les biens. Voilà. Excusez-moi de ces difficultés de parler.